Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo nature, une petite vidéo tranquille. Bon, même si je pense qu'en général mes vidéos sont assez tranquilles, c'est rare que je vous emmène en boîte de nuit. Comme vous me demandez souvent de vous parler de mes lectures en cours, et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler de bouquins, mais on va le faire dehors, dans la campagne, parce que pourquoi pas, il fait beau, il fait chaud, autant en profiter. Et si cette vidéo vous inspire pour lire dehors, eh bien j'en serais ravie. Regardez, nous sommes en pleine campagne provençale. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt descendre du vélo parce que je voudrais pas que vous ayez la nausée. D'ailleurs, on me pose souvent la question de savoir si je fais du sport. Je sais pas pourquoi, peut-être que j'ai l'air flasque. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je faisais beaucoup de courses à pied. Sauf que depuis quelques semaines, j'ai un petit problème au genou. Un problème qu'ont beaucoup de coureurs. Donc en attendant de savoir ce que c'est exactement, eh bien, je fais d'autres formes d'activité physique, comme du vélo. J'espère que vous allez entendre ce que je raconte parce qu'il y a beaucoup de vent. Alors le premier livre dont je vais vous parler, c'est pas moi qui vais vous en parler, c'est Adeline Dupassé, puisque j'ai fait une revue à chaud le jour où je l'ai terminé, donc je vous y renvoie. Il fait un sale temps à Aix aujourd'hui. Il me reste une dizaine de pages. Je vais bientôt savoir qui est l'assassin. J'ai peur. C'est bientôt la fête des mères, alors je cherche une petite carte. Je vais essayer de vous parler rapidement puisque vous êtes posé de façon très instable
et je risque de me prendre la pluie dans pas longtemps. Je voulais vous parler du livre que j'ai terminé au café ce matin, vous l'avez vu, La Maison Biscornue d'Agatha Christie. C'est un roman que j'ai trouvé dans une boîte à livres dans ce parc. Et honnêtement, quand je l'ai vu, il payait pas de mine. La 4e de couverture est complètement illisible. Je pense qu'il a pris la pluie, les pages sont écornées. C'est un roman policier, un roman à suspense, donc évidemment je ne vais pas vous en dire trop puisque le but c'est que vous soyez surpris. Mais pour vous donner un petit peu de contexte, au niveau de l'histoire, on se retrouve en période d'après-guerre en Angleterre où un homme, Charles, rentre au pays pour retrouver sa fiancée Sophia. Sauf que Sophia n'est plus certaine de vouloir épouser Charles puisque son grand-père est mort. Mais il n'est pas mort de façon naturelle, il a été empoisonné. Donc tout au long du récit, on va se demander qui a pu assassiner le grand-père. On se retrouve dans un huis clos, ça se passe dans une grande demeure anglaise et tous les membres de la famille sont suspects puisque le grand-père était un homme très riche et bien évidemment ça attire la convoitise. C'est très bien fait puisque Agatha va semer des indices tout au long du livre et ça ne prendra sens qu'à la fin, une fois qu'on a soupçonné tout le monde sauf la bonne personne. L'intrigue est prenante, ça mêle des secrets, des tensions familiales, des histoires d'héritage, donc si jamais vous connaissez pas, n'hésitez pas, c'est très agréable à lire et surtout si vous avez du mal à vous mettre ou vous remettre à la lecture, ce genre de bouquin c'est parfait, c'est un vrai page turner, je sais pas comment on dit en français, un roman qui donne envie de tourner les pages. Bon, vous avez l'idée. Voilà. Si jamais vous êtes un amateur d'Agatha Christie, n'hésitez pas à me dire quel est votre roman préféré. Ça m'intéresse, je le lirai. Après avoir lu ça, je me suis attaquée à 2 autres romans. Le tome 2 et le tome 3 de la saga L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Je crois que je vous en avais parlé il y a un petit moment maintenant. J'avais lu le premier tome et j'avais beaucoup aimé, donc j'avais envie de connaître la suite. L'Amie prodigieuse, c'est l'histoire de 2 jeunes filles, Elena et Lila, qui naissent dans un quartier très défavorisé de Naples, en Italie, dans les années 50. Et ces 2 jeunes femmes vont prendre des décisions de vie différentes, puisqu'il y en a une qui va décider d'aller étudier, alors que l'autre va se marier à 16 ans, va se marier très jeune, à un homme qu'elle connaît finalement à peine. J'ai un truc dans les cheveux. Oui, c'est bon. Le premier tome se concentre sur l'enfance puis l'adolescence d'Elena et Lila et ensuite on va découvrir leur entrée dans la vie adulte et par la suite la maternité. Il y a beaucoup de pages et surtout dans le tome 3 où finalement les 2 personnages, donc Elena et Lila, ne sont pas ensemble physiquement. C'est-à-dire qu'elles n'habitent pas dans la même ville et parfois elles vont passer des années sans se parler ou en se parlant simplement par téléphone. Mais la question de leur amitié reste quand même présente comme une trame tout au long des livres. Et c'est ce qui est le plus intéressant, c'est cette amitié qui est assez ambiguë et assez complexe. Et j'aime beaucoup la façon dont Elena Ferrante le décrit. Évidemment, c'est aussi intéressant parce que à travers le regard, on a l'évolution de la société italienne pendant ces décennies, que ce soit les rapports entre les hommes et les femmes, que ce soit les enjeux politiques, les enjeux économiques. J'ai aussi bien aimé les passages où l'autrice aborde les questions de la maternité, puisque les 2 personnages vont vivre leur grossesse puis leur maternité de façon très différente, et aussi les passages à l'usine. J'ai beaucoup aimé. L'une des deux filles à un moment donné travaille dans une usine et ça j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ma grand-mère a elle-même travaillé dans une usine, elle était ouvrière et il y a beaucoup de passages qui m'ont rappelé ce qu'elle me racontait quand elle travaillait là-bas. J'ai quand même préféré le tome 1 plutôt que ces 2-là parce que pour moi le personnage de Lila reste le plus intéressant de cette saga. Et la découvrir en tant qu'enfant, ses différents comportements et son évolution, pour moi c'est vraiment la valeur ajoutée de ces romans. C'est le personnage de Lila qui est
assez intriguant. Voilà, j'ai bien aimé, c'était un bon moment de lecture, donc quoi demander de plus. Ensuite, dernier livre dont je vais vous parler pour aujourd'hui, c'est un livre que j'ai lu sur ma Kobo en version électronique. Il s'agit de La Terre de Zola. Je crois que je vous avais dit il y a quelques temps, je sais plus, que l'un de mes objectifs de vie, c'était de lire toute la saga des Rougon-Macquart, à savoir qu'il y a 20 romans, et La Terre, c'est le 15e, donc il m'en reste plus que 5 maintenant. Donc je pense que c'est faisable, je pense qu'avant de mourir, je peux finir les 5 restants. Alors là, c'est complètement différent. On se retrouve à découvrir le monde paysan en France au 19e siècle. Ce qui est très intéressant avec Zola, c'est qu'à chaque fois qu'il écrit un roman, il fait vraiment un travail d'enquête, un travail journalistique. Par exemple, quand il écrit sur les commerçants comme dans Au bonheur des dames ou la mine comme dans Germinal, eh bien il va sur le terrain, il se renseigne. Donc c'est agréable de lire un auteur qui connaît le sujet sur lequel il écrit. Alors celui-ci, de quoi il parle? Ça commence avec une histoire d'héritage, puisqu'on a un couple de vieux paysans, donc un homme et une femme qui en ont marre de travailler la terre, ils sont fatigués et donc ils souhaitent diviser leur terrain, ils souhaitent diviser la terre entre leurs 3 enfants en échange d'une rente à vie. Toute la question qui va être développée pendant le roman, c'est à quoi sont prêts les paysans pour obtenir la terre. C'est un roman qui est très violent. Je crois qu'il y a certains mots qu'on ne peut pas dire sur YouTube parce que sinon on peut se faire striker. Mais concrètement, toutes les formes de violence que vous pouvez trouver sont présentes dans ce livre. Donc il faut le savoir, il y a certains passages qui sont assez difficiles à lire. Et tous les personnages sont absolument détestables. Vraiment. Si vous avez besoin d'apprécier les personnages pour apprécier une histoire, là ça va pas être le cas. Hein. Ils sont tous imbuvables. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Par exemple, vous avez le personnage de Buteau qui, comme son nom l'indique, est très buté, mais plus que buté, hein, il est prêt à tout, mais vraiment à tout pour obtenir la terre de ses parents. Vous avez aussi le personnage de la vieille tante méchante, que tout le monde déteste. Donc elle est surnommée la Grande et elle est méchante, elle est avare. Sa plus grande passion dans la vie, c'est de semer la zizanie entre les membres de sa famille. Donc une dame tout à fait charmante. Il y a cette idée d'obsession de la terre. Zola décrit très souvent la terre comme une femme. Il fait des comparaisons. Par exemple, il va dire que le paysan doit posséder la terre comme il posséderait une femme. Il doit la féconder pour pouvoir en récolter les fruits, etc. C'est un roman qui est très sombre. Les personnages sont cruels, sont avides, ils sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Mais j'ai beaucoup aimé, je ne pensais pas apprécier autant ma lecture. Je passais étrangement un bon moment. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner pour me soutenir. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce. Ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches et à bientôt. Salut!